Bonjour tout le monde, bienvenue. On est vraiment content d'avoir tout le monde qui est là. Ça va être une bonne discussion. Ce qu'on veut faire, nos objectifs pour la journée, on va expliquer en débutant c'est quoi la migration assistée. Parce que parfois, les gens ont des idées qui ne sont pas si précises et ce n'est pas si évident que ça, finalement. Donc, on va expliquer ça un peu. Et on va le mettre dans le contexte que, on ne va pas juste faire la migration assistée pour les changements climatiques. On va faire d'autres choses aussi. On a quelqu'un du ministère qui va animer une table sur un peu plus large, d'autres stratégies, comment la migration assistée va s'intégrer dans les autres stratégies. Donc, on va avoir plusieurs outils, plusieurs stratégies. On veut parler justement de l'acceptabilité sociale parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord. J'ai entendu que les gens ne sont pas venus à l'atelier parce qu'ils n'aimaient pas le titre de l'atelier. Parce que la migration assistée, non, on va pas faire ça. Donc, c'est important justement d'initier ce débat. C'est pas nécessairement, on doit comprendre où on va faire ça, comment on va faire ça, comment ça va être accepté plus largement. Et on a des gens dans la salle, et c'est le contexte du sud du Québec qui est particulier parce qu'on a déjà rencontré plusieurs gens qui font déjà la migration assistée sur leur terre privée. Et on va avoir des gens comme ça et on aimerait savoir, en fait, qu'est-ce qui se fait déjà et comment ça marche. Donc, on aura quelques exemples de ça dans la journée aussi. Puis, je pense que c'est vraiment intéressant d'essayer de mettre ces connaissances des gens qui ont des propriétés privées ensemble pour voir qu'est-ce qui marche pas, comment on peut peut-être, pas encadrer, mais partager des connaissances sur qu'est-ce qui est déjà qu'est-ce qui est déjà planté et où. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le Sud est différent. On va parler d'une expérience avec Patricia sur la forêt publique, mais les propriétés privées, on doit vraiment prendre ça en compte puis en parler, comment faire ça. Donc, on veut initier un échange d'informations et de connaissances aujourd'hui, puis on a des idées avec Carl, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, puis on vous parlera de ça aussi pendant la journée. Donc, sans tarder, on va commencer avec la première présentation. Merci, Alison. Donc, la première présentation, c'est M. Carl Plante qui détient une formation en géographie à l'Université du Québec à Montréal, en géomorphologie et en géologie du Quaternaire. Carl a été aménagiste pendant 23 ans à la MRC de l'Érable et occupe maintenant le poste de conseiller en environnement au MELCCFP, le ministère de l'Environnement à Chaudière-Appalaches. Au fil des ans, ses intérêts ont migré, comme il dit, du monde minéral vers le végétal. Donc, Carl a créé une réserve naturelle sur ses terres et, non pas dans sa réserve, mais dans une autre partie de sa propriété, il a commencé à intégrer aussi différentes espèces d'arbres qui ne sont pas indigènes au Québec. Donc, il va venir nous parler de son expérience. Bonjour à tous. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. Merci Alison, merci Andréane, merci à tous d'être ici en grand nombre aujourd'hui. Donc, voyez ma présentation comme étant de l'expérimentation. Je suis pas un scientifique, je suis un amateur, mais j'espère que vous allez trouver ça intéressant et ça va aller assez vite. Alors voilà, la présentation va être en 2 temps, mais surtout le premier temps, je vais revenir un peu sur le programme engagement, la raison pour laquelle on est ici. Et la deuxième portion, ça va être plus des essences que j'ai plantées chez moi à Lévis. On va passer plusieurs essences qui vont servir un peu
de démonstration ou d'exemples sur les expérimentations que j'ai faites. Alors, le programme engagement, c'est... la raison pour laquelle on est ici, c'est un programme financé par le Fonds de recherche du Québec. C'est de la science citoyenne. C'est pour les citoyens du Québec qui ont des questions d'ordre scientifique. Ça peut être également en sciences sociales. Et on pose une question, dans le fond, dans le cadre de ce programme-là. Et suite à cette question-là, on est appelé à former un duo avec un chercheur universitaire. J'ai posé une question et je me suis jumelé avec Alison. On a formé un duo puis on a proposé un projet ensemble qui a été approuvé, qui a été accepté l'année passée. Et ma question, et là, c'est pas le libellé exact, là, mais c'est pour vous souligner un peu sa origine d'où. Donc, ça tournait autour de compte tenu, je ne sais pas si je cache, compte tenu des changements climatiques importants à venir, compte tenu que les forêts feront face à d'importants stress dans les prochaines décennies et que plusieurs milieux auront de la difficulté à être productifs pour séquestrer du carbone, ne devrait-on pas planter dès maintenant et massivement des espèces provenant de régions plus adaptées à ce climat futur, sachant le temps que ça prend pour qu'un arbre devienne mature? Alors, cette question-là origine d'un point de vue qui avait paru dans Le Soleil, qu'Allison avait contribué à publier, Puits de carbone terrestre, près d'un point de bascule, qui était une vulgarisation un peu d'un article scientifique sur le sujet, qui disait que, dans le fond, là, je suis vraiment pas connaisseur en la matière, mais compte tenu de l'augmentation de la température terrestre et que les plantes sont plus stressées, il y a une diminution globale de la photosynthèse et donc une réduction de l'absorption de carbone, donc réduction de l'efficacité des puits de carbone. Et en conséquence, également accélération de la respiration par les plantes, donc émission de CO2. Donc, dans 20-30 ans, on aura un point de bascule. Est-ce que c'est pas pire? Oui. Alors, maintenant, ceci dit, je vais embarquer un peu plus dans le concret de ma présentation. Comme je le disais, j'ai plusieurs espèces chez moi. Je ne suis pas un spécialiste de la migration assistée, mais disons que j'ai environ 500-600, c'est peut-être plus, espèces différentes. Et j'ai un biais favorable à la migration assistée, mais je suis ouvert à recevoir tous les arguments contre. Et on pourra en discuter peut-être sur l'heure du dîner. Alors, je suis situé sur la rive sud de Québec, comme je le disais, dans le coin de Lévis. Ceux qui sont familiers avec les zones de rusticité, je suis situé dans la zone 5A. Je suis assez, pas tellement loin du Saint-Laurent, puis en milieu assez abrité. Comme Andréane le disait aussi, je suis propriétaire, c'est moins d'1 hectare, c'est tout petit mon truc là, d'une réserve naturelle en milieu privé, constituée il y a une dizaine d'années avec le ministère de l'Environnement. Donc, pour vous localiser, c'est près de la route 132, pas tellement loin des ponts, dans la région de Québec. Comme Andréane le disait, je suis plutôt formé en géologie du quaternaire, géomorphologie du quaternaire. Et une de mes pensées, dans le fond, quand dans les années 90, j'avais participé à des travaux avec un chercheur, Serge Ghietti, où on avait dégagé des coupes à l'île aux Coudes, puis on avait fait des forages. Et on avait trouvé des dépôts du sang ammonier, c'est-à-dire le dernier interglaciaire, et non la période glaciaire, donc entre le Wisconsinien et l'Illinoisien. Et dans donc c'était à l'île aux Coudres. Et suite à des analyses polliniques des dépôts, on avait trouvé entre autres des pollens de chêne, de carioval, de châtaignier d'Amérique et de Nyssa sylvestre. C'est des espèces qui poussent plus au sud. Évidemment, ça ne pousse pas à l'île aux Coudres aujourd'hui, mais la quantité de pollen, ça ne veut pas dire qu'ils poussaient là-bas. C'était des sources, ces arbres-là poussaient un peu plus loin. Et les conclusions de cette étude-là, en fait, une des conclusions, ou celle que moi celle que j'ai extraite de l'article scientifique, là, ça portait aussi sur autre chose, mais qui faisait plus chaud à l'optimum climatique du sang ammonien qu'aujourd'hui. Parce qu'on avait des espèces, entre autres, plus thermophiles. Et c'est également la situation à l'Holocène, donc après la dernière période glaciaire. À Pointe-Fortune, un petit peu près de la limite avec l'Ontario, l'optimum climatique de l'interglaciaire, on avait également des pollens. Ça, c'est un coin que je ne connais pas, mais c'est quand même au Québec des micocouliers, platanes et liquidambares, donc des pollens qui avaient été également trouvés dans des sédiments. Le dernier maximum glaciaire du Wisconsinien, c'est la ligne bleue que vous avez à l'écran. Et
Et dans le fond, toutes les espèces, forcément, ils ont migré vers le sud, dans les Appalaches, où on retrouve encore aujourd'hui une grande diversité. Et moi, de la façon comment je vois ça, c'est que, puisque les glaciers sont partis, c'est le temps de revenir à la maison. Hein? Les espèces pourraient revenir. Elles sont parties en vacances parce que une période glaciaire à l'échelle des temps géologiques, c'est comme un événement catastrophique. Il n'y a pas bien de différence par rapport à un impact météoritique, par exemple. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques espèces. Ça va aller assez rondement. Je n'ai pas beaucoup d'exemples des espèces du Québec parce que je pense qu'on les connaît un peu plus. Mais Micocoulier occidental, les premières espèces, c'est celles qu'on a vues dans les diagrammes polliniques. C'est pour ça que je les ai retenues. C'est une espèce qui est assez plantée puis qui est bien rustique. Là, on la plante quand même beaucoup à cause que elle remplace l'orme d'Amérique là, en milieu urbain, etc. Donc, elle n'est pas très présente au Québec, là, mais disons que c'est une espèce qui est tout de même intéressante. On parlait de carriers. Je parlais avec des carriers, avec des personnes avant la présentation, carrier ovale, carrier cordiforme. C'est deux espèces aussi qui poussent dans le sud du Québec, où on a la répartition ici quand même un peu plus présente que le micocoulier. Platane occidental, un petit clin d'œil à M. Leblanc ici de Godmanchester dans le sud de la Montérégie. C'est également dans les diagrammes polliniques, vous aviez cette espèce-là. C'est une espèce qui... Oups, je me suis trompé de piton. Donc, c'est quand même une espèce qui pousse assez bien dans la région de Lévis et qui, je pense qu'il y a deux platanes indigènes en Montérégie là, qui ont été trouvés il y a 10-15 ans. Et également, dans l'État de New York, on en a des très beaux, pas tellement loin du Québec, là, soit dans des state parks, dans des vallées ou comme arbres en bordure des rues. Là, ça, c'est à Locke, dans l'État de New York. Les photos ont été prises les dernières dans ce coin-là. On voit qu'il se retrouve quand même pas loin des limites avec le Québec. Le liquidambar ou le copam d'Amérique, que j'ai planté aussi chez moi, qui est quand même petit, mais il est quand même, on le plante quand même comme arbre de rue. Je crois qu'on le plante également à Montréal maintenant, mais je ne suis pas certain. Lui, sa répartition est quand même un peu plus au sud, mais tout de même pas tellement loin de la vallée du lac Champlain. Il y a un comté américain où est-ce qu'on peut le trouver. Deux espèces de châtaigniers maintenant. Châtaignier d'Amérique et Castanea ozarkensis. Je ne sais pas c'est quoi le nom en français, honnêtement. Mais vous voyez, il y a quand même environ 10-12 pieds de haut, celui-là. Il est intéressant pour les valeurs nutritives pour la châtaigne. Et vous voyez la répartition, là, en passant, il n'a jamais gelé ce châtaignier-là. C'est quand même une espèce qui a été décimée comme les autres de châtaigniers. Je pense qu'il y avait environ 3 milliards de châtaigniers d'Amérique à l'époque, avant qu'ils soient décimés au début des années 1900. Mais le Castanea ozarkensis, c'est Oklahoma, Arkansas, Missouri. Et ça ne gèle pas chez nous. Nyssa sylvatica, c'est une espèce intéressante aussi qu'on voyait dans les diagrammes polliniques. Vous avez des photos ici qui proviennent du Vermont. Il y a des sujets qui ont 400 ans, pas tellement loin au sud du Québec. Et si on regarde le petit âge glaciaire, là, les années, ça voudrait dire que cette espèce-là a débuté sa vie il y a 400 ans, à peu près au début du petit âge glaciaire, où il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Et le Nyssa sylvatica est quand même pas tellement loin des limites avec le Québec. C'est une espèce aussi intéressante. En fait, il y a 5 espèces, je pense, de Nyssa indigènes de l'Amérique du Nord, mais c'est intéressant parce que elle a d'intérêt pour les pollinisateurs également. On en fait d'ailleurs un miel aux États-Unis. Deux espèces du Québec, l'érable noir et l'orme liège. J'en parlerai pas beaucoup. C'est des espèces du sud du Québec là, qui sont relativement rares. Là. Je pense qu'ils sont dans les espèces à statut. Deux conifères maintenant aussi du sud du Québec, genévrier de Virginie et le pin rigide. Je vais m'attarder un petit peu plus sur le pin rigide, même si ça va vite. Le pin rigide, vous avez une photo ici de la réserve écologique du pin rigide. C'est un pin qui est intéressant, qui n'a pas beaucoup d'endroits au Québec. Là, je pense qu'il y a juste 3 stations, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on le retrouve. C'est une espèce qui pousse au Québec, là, pratiquement sur le roc, sur des grès de Potsdam et non des sols calcaires. Et quand on regarde la carte, là, je ne sais pas si on voit bien, peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu loin avec aussi l'éclairage, mais quand on parle de migration assistée, autant pour le pin rigide que pour d'autres espèces, quand on aura à traverser la plaine du Saint-Laurent puis l'agglomération de Montréal, ça va être compliqué, mais
avec des modèles, pourtant, dans 50 ans, c'est une espèce qui pourrait, je pense, pousser ailleurs. Quelques espèces de l'Ontario, maintenant. Le frêne bleu, Fraxinus quadrangulata, et le guênier du Canada. Celui-là est un petit peu plus connu parce qu'on le plante à cause qu'il y a un intérêt pour horticole, à cause de sa floraison. Mais le frêne bleu, lui, bien qu'il soit une répartition un peu plus éloignée, je dirais, par rapport au Québec, est quand même intéressant. Il pousse assez bien chez nous aussi. Et il est il fait partie de la loi sur les espèces en péril au Canada. Et dans ce rapport-là, sur le plan de gestion du frêne bleu, on souligne qu'il est particulièrement, qui serait plus résistant à la grille du frêne, entre autres. Là. Donc, ce serait l'espèce la plus résistante, bien qu'il puisse en mourir il est quand même beaucoup plus résistant que d'autres espèces. Maintenant, deux espèces qu'on connaît un peu moins, une autre espèce de mycocoulier, il y en a quand même plusieurs en Amérique du Nord, mais il y a également le Sassafras officinal. Cette espèce-là a été utilisée, toutes les parties de la plante ont été utilisées, je crois, par les Autochtones. C'est aussi utilisé dans la cuisine créole en Louisiane. On en faisait aussi la root beer avec l'écorce de racine, je pense. Donc, le sassafras est également une espèce qui pousse pas tellement loin des limites avec le Québec. Et également, c'est une espèce qui est d'intérêt pour certains insectes, dont un papillon diurne qui va pas seulement dans qui s'intéresse pas seulement au sassafras, il s'intéresse à d'autres plantes aussi, mais qui est quand même assez identitaire, là, un gros papillon d'environ une dizaine de centimètres. Deux espèces qui poussent maintenant pas loin des limites avec le Québec, pas tellement loin des limites québécoises, le carrier glabre et le bouleau flexible. Le bouleau flexible, vous voyez sur la carte ici, il est identifié comme s'il était indigène ou qu'il était présent au Québec. C'est parce que je pense que Marie-Victorin, dans la Flore laurentienne, avait souligné qu'il le trouvait le long de la rivière Outaouais, mais je pense que soit qu'il s'est trompé, soit qu'il n'y en a plus. Mais c'est une espèce qui pousse quand même pas loin. Je crois qu'on extrait l'huile d'essentiel de wintergreen, un peu comme le thé des bois, si je ne me trompe pas. Et le carrier glabre, lui, qui pousse également tout près des limites avec le Québec, autant en Ontario que dans l'État de New York. Et ce dernier a profité de la disparition du châtaignier d'Amérique. On le retrouve également dans des environnements qui sont un peu plus hostiles que la forêt. Le tulipier de Virginie, ça, c'est une espèce qui pousse vraiment bien, qui pousse rapidement. Je pense que pour en avoir parlé avant ma présentation avec certaines personnes, M. Leblanc, entre autres, puis d'autres, ça pousse vraiment, c'est une espèce assez intéressante. Ici, vous avez une photo d'un tulipier, je crois qu'il a été coupé, c'est sur la rue Rochette, c'est à côté du campus de l'Université Laval, ceux qui connaissent, tout près de la rue, ça débouche sur la rue Mirand. Celui-là, il doit avoir environ une cinquantaine d'années, mais puisqu'il y a 3 troncs, il avait peut-être été coupé, mais là, vraiment, il est assez luxuriant. Et il y en a d'autres de 30-35 pieds, des arbres qui sont assez intéressants là, dans la région de Québec. Et dans l'État de New York, on en voit quand même des gros tulipiers. Et c'est tout près de chez nous avec la régénération au sol. Puis les tulipiers, c'est également une espèce qui pousse tout près de nos limites. Deux espèces de conifères qui poussent en milieu humide, voire aquatique, le Chamaecyparis thioides et le Taxodium disticum. Le premier est une espèce quand même beaucoup, en tout cas en décroissance. Là, il est disparu, entre autres, de la Pennsylvanie. Et il est limité vraiment à des milieux où il y a des terres noires, des milieux humides, et avec l'urbanisation puis le drainage agricole, on le retrouve beaucoup moins. Puis également le Taxodium disticum. Concernant le Chamaecyparis, lui, vous voyez le genre d'environnement dans lequel il pousse. Et quant au Taxodium disticum, oui, c'est le cyprès chauve, c'est la même espèce qui pousse dans les Everglades, mais qui est quand même totalement rustique, qui est chez moi. J'ai juste un seul arbuste, puis je pense que c'est intéressant d'en parler. Vous voyez, il y a deux floraisons d'Amamélis de Virginie qui est un arbuste qui est quand même assez rare et qui est à la limite nord au Québec, chez moi. Ça, c'est un Amamélis qui vient de Lévis, et celui-là, c'est un Amamélis de Virginie horticole. Et vous voyez, je crois qu'il y a juste un seul endroit maintenant dans cette petite population-là où on en retrouve à Lévis.
Et les deux que vous voyez en floraison, là, ici, ils sont plantés à peu près à 50 pieds de distance l'un envers l'autre. Pourtant, celui horticole, il est encore en fleurs dimanche. Alors, on voit qu'il y a une différence quand même de la provenance des espèces qu'on va chercher ou qu'on plante. Je pense qu'on pourra en parler tantôt. Quelques mots sur des chênes. Sur les chênes, c'est un genre assez fascinant qui se retrouve un peu partout en Amérique du Nord. J'en ai plusieurs, environ 45 espèces chez moi, dont environ une quarantaine là, proviennent de l'Est de l'Amérique du Nord. Je ne parlerai pas beaucoup des espèces québécoises, le chêne blanc ou le chêne à gros fruits, chêne bicolore, etc., puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus. Puis il y a des gens qui les connaissent sans doute plus que moi. Mais d'autres, comme Quercus montana, Quercus marylandica, deux espèces qui poussent toujours dans l'Est ou le Nord-Est. Montana est intéressant parce qu'il pousse vraiment tout près des limites avec le Québec, toujours, encore une fois, dans la vallée du lac Champlain. Petit clin d'œil aux gens de Sainte-Marie qui sont ici aujourd'hui. Une autre espèce de chêne qui pousse pas au Québec, le Quercus imbricaria, le chêne à latte. Vous avez ici un superbe chêne à latte qui pousse à Sainte-Marie en bordure de rue, qui est pleinement rustique. Pourtant, c'est une espèce qui est quand même plus présente là, au sud-ouest, là, assez loin du Québec quand même. Là, je vais accélérer, ou en tout cas, je vais passer rapidement. Le chêne Quercus lorifolia, celui-là aime un peu moins l'hiver. Les feuilles ne changent pas de couleur. Et il pousse beaucoup plus dans le sud. Le chêne Quercus ilicifolia puis Prinoides, deux espèces qui sont plutôt arbustives, mais qui évoluent dans des environnements plus rocailleux ou plus sableux. Le premier ici a commencé à produire ilicifolia des glands l'année passée chez moi. Et ils se retrouvent quand même pas tellement loin du Québec, ces deux-là également. Maintenant, là, je vais parler de deux espèces qui sont intéressantes, qui sont différentes, le Maclura pomifera et le Torreya taxifolia. Ces deux espèces qui sont, dans le fond, qui sont un peu emblématiques, si je peux dire, de la migration. En fait, pour un aspect de la migration assistée, d'un point de vue écologique, si je peux dire, pas nécessairement de la production de bois. Le premier, le Maclura pomifera, c'est un arbre qui a été massivement planté aux États-Unis dans les années 1800 parce qu'on l'a utilisé pour en faire des clôtures jusqu'en 1873-74, où est-ce qu'on l'a remplacé par des barbelés. C'est un arbre qui fait un gros fruit du genre comme un orange ou un petit pamplemousse qui était... c'est ça, il ne produit pas encore de pamplemousse ou de fruits chez moi. Mais à l'origine, la répartition de l'espèce était aux environs du Texas. Pourtant, on l'a vraiment planté un peu partout, là, jusqu'en Illinois. L'une des photos que vous entrez de jeu, là, c'est une photo en Illinois. Et dans le fond, c'est une espèce qu'on est certain, je pense maintenant, là, je ne suis pas un spécialiste, là, comme je le disais tantôt, mais la répartition de cette espèce-là est assurée par la mégafaune du Pléistocène, là, qui est aujourd'hui disparue. Alors, tu sais, il y a plusieurs espèces comme ça, comme la ciminier trilobée, probablement le Cléditia triacanthos, le Gymnocladus, ceux qui connaissent un peu toutes ces espèces-là, et donc qui n'ont pas pu migrer vers le nord à cause que les espèces qui assuraient leur migration... Oups! Pardon. Donc, c'est ça que la migration n'a pas pu se faire naturellement. La deuxième espèce du même genre, c'est le Torreya taxifolia, qui est en danger critique d'extinction dans son milieu naturel en Floride. Et là, on ne les voit pas bien sur la photo, mais les arbres ne produisent à peu près plus, ou sinon plus du tout, de fruits dans leur habitat. Mais il y a un groupe, les Torreya Guardians, qui les ont plantés plus vers le nord. Et maintenant, ils se plaisent beaucoup mieux dans le nord. Ils produisent des graines qui sont viables. Ils sont beaucoup plus adaptés au climat nordique qu'à celui de la Floride.
Un petit mot en terminant pour... j'ai aussi chez moi des espèces qui peuvent être soit indésirables ou qui sont exotiques, envahissantes. Et l'érable de Norvège, je pèse mes mots, c'est une vraie plaie. Et par contre, le robinier pseudo-acacia qu'on a à gauche, c'est pas problématique chez moi. Mais l'érable de Norvège, donc il y a une sensibilité par rapport à la migration assistée à avoir des espèces qui prendraient la place de d'autres. Et l'érable de Norvège, là, c'est pas le fun. Je crois qu'elle est interdite de plantation, même elle est interdite de vente, je pense, l'érable de Norvège au New Hampshire, si je ne me trompe pas. Donc, elle était classée envahissante en d'autres endroits. Quant au robinier pseudo-acacia, dans une étude en Nouvelle-Angleterre sur la migration assistée, ils ont étudié 374 espèces originaires des États-Unis, mais pas originaires de la Nouvelle-Angleterre, pour évaluer quelles pouvaient être des espèces envahissantes sur le territoire de la Nouvelle-Angleterre, mais des espèces des États-Unis. Et celles qui sont plus à risque, là, c'est surtout des espèces de milieux humides ou aquatiques. Mais le robinier, c'est à peu près la seule. Donc, il n'y a pas beaucoup d'inquiétude dans la propagation d'espèces qui viennent d'ailleurs que la Nouvelle-Angleterre dans cette région-là. Alors, voilà. Merci. J'espère. Merci beaucoup. Donc, on va passer un examen sur tous les noms latins de plantes d'arbres que Carl a mentionnés. Je ne sais pas comment tu fais, Carl. À chaque fois, tu m'impressionnes. J'aurais peut-être juste une première question à Carl, peut-être. Tu as parlé, Carl, que tu as une réserve naturelle. Je sais que tu as voulu intégrer des espèces d'arbres non indigènes dans ta réserve naturelle. Ça a été une fin de non-recevoir. Est-ce que tu as une opinion par rapport à ces aires protégées-là qui vont subir aussi les changements climatiques, mais où l'intégration de nouvelles espèces n'est pas permise? Fait que c'est la question que je te pose, puis après on va au micro. Ouais. C'est une bonne question. Dans le fond, dans les réserves naturelles, le propriétaire privé il signe une entente avec le ministère de l'Environnement, avec le gouvernement, sur qu'est-ce qu'il peut faire. C'est les exigences. Le gouvernement du Québec a certaines exigences, puis le citoyen a également certaines demandes qu'il peut faire. Et je comprends, dans le fond, il y a un protocole qui est signé, etc. Et donc, c'est pas permis. C'est pas permis, puis je l'accepte. Mais je trouve que des fois, pour des espèces qui sont menacées de disparition, par exemple, ou il pourrait peut-être y avoir une ouverture, parce que à mes yeux, s'il y a des espèces qui sont rares et menacées, il n'y a pas trop de risques et ils peuvent jouer des rôles écologiques intéressants. S'il n'y a pas de risque que ça devienne envahissant, sinon ils seraient partout, là. Ils seraient déjà partout ailleurs. Mais je comprends le principe que dans les réserves naturelles, si je pense aux réserves naturelles spécifiquement, là, il y a toutes les autres catégories d'aires protégées, les parcs nationaux, les réserves de biodiversité, etc. Il y a peut-être d'autres manières de voir, mais pour mon expérience, en tout cas dans les réserves naturelles, c'est un peu ça que je pense. Il pourrait y avoir peut-être des adaptations pour modifier les ententes, peut-être, avec le ministère, mais sinon, je comprends le principe là, du fait qu'on... C'est quand même important, peut-être, de préserver des caractéristiques naturelles indigènes, mais c'est toute la notion d'indigène. C'est quoi que par rapport au temps? Tantôt, je parlais du Pléistocène, tout ça, puis de l'espace. Là, nous, en tout cas, c'est une réflexion, je pense, à faire là-dessus. Merci, Kat. Tu peux garder. On va juste vous nommer, ça serait sympathique. Bonjour, Catherine Perrier. Donc, je suis chercheure à la direction de la recherche forestière pour le MRNF. J'ai une question pour Carl. Tu as quand même essayé de faire migrer des espèces qui sont assez loin de leur aire de répartition naturelle. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier l'hiver pour les protéger? Parce que tu es
Patricia l'a dit, un des premiers risques, c'est quand même qu'ils survivent au climat actuel, parce qu'on n'a pas encore le climat futur. Est-ce que tu les abrites? Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Est-ce qu'ils sont sous couvert? Celles qui proviennent de plus au sud, je peux leur donner, je peux mettre des feuilles mortes la première année, mais c'est tout. Je suis pas... tantôt, je voyais dans une de tes diapos des beaux plants qui font 1 ou 2 pieds de haut. Moi, au premier hiver, ils font 2 pouces de haut, puis ils sont pas... Je les mets pas dans des conditions très favorables. Ils ont des conditions difficiles en partant. Je peux leur mettre des feuilles mortes la première année, c'est tout ce que je fais. Et la croissance n'est pas extraordinaire, là, mais je préfère y aller de cette façon-là, puis voir qu'est-ce qui arrive. Nathalie Isabelle, chercheure à Ressources naturelles Canada. Carl, j'ai une question pour toi, puis je finirai avec un début de question à savoir, tu parlais tout à l'heure, on a discuté de la germination, justement, tes arbres fleurissent, produisent des graines, mais est-ce que les graines sont viables? Puis j'aimerais que tu parles un petit peu de ce que sur le quoi on a échangé. Oui. Pour les arbres, par exemple, le tulipier produit des graines viables. Mais j'ai d'autres arbustes aussi. Les arbustes, c'est moins long. Hein, ça prend pas 25 ans avant que ça produise des graines. Et là, je pouvais pas mettre toutes les espèces ce matin, mais j'ai d'autres espèces d'arbustes qui proviennent de quand même pas mal au sud. Comme une espèce qui s'appelle Calicanthus floridus, qui vient vraiment du sud et produit des graines qui sont viables parce que j'ai testé ces graines-là chez moi et j'ai un taux de germination de 100%. Là. Pourtant, peut-être la limite nord, c'est peut-être la Caroline du Nord là, de cet arbuste-là. Là. Mais moi, par rapport aux semences, je pense que... Mais là c'est vous qui êtes les spécialistes, mais je pense que la stratification des semences pour les préparer, je pense que ça peut avoir, en tout cas, je pense que vous le savez plus, il y a la provenance, mais il y a aussi le jeune plant, l'acclimatation, mais ça va dès le départ, la semence. Si je le stratifie 30 jours ou 120 jours, j'ai l'impression que ça va faire une différence. Peut-être mon taux de germination va être moins élevé si je le stratifie 180 jours, mais peut-être que celles qui vont germer, ils vont être mieux que si je les avais stratifiées moins longtemps.